Bonsoir Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Trois photos rapidement pour résumer votre parcours. On commence avec un drapeau que vous connaissez bien, le drapeau géorgien. Vous avez débuté votre engagement politique et européen en Géorgie. Vous étiez entre 2005 et 2012 conseiller politique de Mikhail Saakashvili, président pro-européen mais contesté. Si c'était à refaire. Avec une immense fierté et un grand enthousiasme, je le referai. J'ai commencé en 2008 en Géorgie suite à l'invasion de ce pays par la Russie. Et Saakashvili et son équipe ont essayé d'alerter les Européens sur le danger que représentait le régime de Vladimir Poutine. Ils ont construit une démocratie contre le soviétisme, contre Vladimir Poutine. Ils ont essayé d'alerter l'Europe. Nous avons essayé d'alerter l'Europe. Et tout le monde était sourd à l'époque. Et tout le monde comprend aujourd'hui à quel point ces alertes étaient véridiques et puissantes. Et on aurait dû les écouter. Une deuxième image, un camp de Ouïghours. On aurait pu choisir une image du Rwanda, de l'Ukraine. Vous êtes un combattant engagé de la défense des droits de l'homme. Comment choisissez-vous vos combats ? Je ne choisis pas mes combats. En l'occurrence, c'est une délégation de Ouïghours qui est venue au premier jour de mon mandat au Parlement européen et qui m'a raconté les camps. Et j'ai découvert un abîme de répression chinoise. J'ai découvert aussi un fossé entre le je m'en foutisme en Europe à l'égard des Ouïghours et ce qu'ils vivaient. Et donc on a lancé des immenses mobilisations qui ont rassemblé jusqu'à des centaines de milliers, des millions de jeunes Français, et ça a débouché au Parlement européen sur des textes concrets. Par exemple, l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés pour lutter contre la réduction de l'esclavage des Ouïghours sur les chaînes de production des multinationales. C'est à la fois lutter pour les droits humains et pour protéger nos producteurs contre une concurrence chinoise déloyale. Vous ne choisissez pas vos combats, mais celui-là, vous l'avez choisi. C'est ça que vous voulez me dire. Il est venu à vous. La révolte face à l'injustice qui vient et qui vous explose au visage. Une troisième image, ça vous surprend peut-être, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est pas votre gauche. Il vous décrit comme un va-t-en-guerre social-libéral. Quel mot vous choisissez, vous, pour le définir, lui ? Je ne suis pas va-t-en-guerre. Moi, je pense que le vrai pacifisme, c'est de résister aux tyrans qui déclenchent les guerres. Et Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas compris. Alors quel mot vous choisissez pour le définir ? J'ai pas envie de le définir par un mot. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut assumer ces divergences et que ces élections européennes vont permettre de trancher le rapport de la gauche à l'Europe, de trancher le rapport de la gauche à la démocratie, de trancher le rapport de la gauche au régime autoritaire qui menace nos démocraties au moment où on parle. Vous voulez réveiller l'Europe, hein, c'est votre slogan. Alors on va voir comment vous voulez réveiller l'Europe. Vous voulez la réveiller notamment sur la question fiscale. Vous défendez un budget européen, un impôt pour les plus riches. Vous savez que l'adoption de la législation fiscale en Europe se fait à 27. Comment vous vous y prenez ? On a lancé une initiative citoyenne européenne pour mettre fin à ce scandale. Mais ça ne va pas suffire, une initiative citoyenne européenne. On rassemble 1 million de signatures et ensuite la Commission produit une directive qui impose les multimillionnaires et les milliardaires. Et vous allez être surprise, mais il y a même des multimillionnaires qui sont avec nous à l'origine de cette initiative. On n'est pas surpris parce que même Bruno Le Maire défend cette mesure-là. C'est ce qu'il a défendu lors du G20 Finance à Sao Paulo. On se dit Glucksmann, Le Maire, même combat ? Non, parce que ce soit sur la taxation des super-profits ou sur la question de la taxation des plus hauts patrimoines, je vous rappelle quand même qu'ils ont supprimé l'ISF en France, ce gouvernement, eh bien on est en totale opposition avec le gouvernement. Et d'ailleurs là, quand le gouvernement est confronté à la question des déficits, quelle est leur réaction ? Est-ce que c'est d'imposer les plus riches ? Est-ce que c'est d'imposer les super-profits des multinationales ? Non, c'est de taper les plus faibles, c'est de s'attaquer à l'assurance chômage. Et donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre voie qui est possible pour l'Europe. Une voie fondée sur la solidarité, sur la justice. L'Europe, c'est à 27. Sur les questions fiscales, ça se fait à l'unanimité. Prenons un exemple sur l'impôt sur les sociétés. Vous le savez, en Irlande, l'impôt sur les sociétés est à 12,5. Chez nous, c'est à 25. Oui, ça fait des années. Je peux même continuer. Vous savez, au coin de votre rue, vous avez un Starbucks et un PMU. Oui. Les deux vendent du café. Et aujourd'hui, le PMU paye 3 fois plus d'impôts que Starbucks parce que Starbucks paye ses impôts aux Pays-Bas. Et donc, ça fait des années que ça dure. Ce qu'il faut, c'est réveiller l'Europe. C'est bien ce que je dis. Réveiller l'Europe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre fin à cette injustice fiscale et à ce dumping fiscal. Mais pour y mettre fin, la seule manière de faire, c'est de réformer nos institutions, c'est de mettre fin au droit de veto, c'est d'assumer une avancée fédérale de l'Union européenne. C'est ce que nous portons avec notre famille social-démocrate, c'est ce que nous portons. C'est le cœur de ces élections. On veut que l'Europe devienne adulte. Et pour qu'elle devienne adulte, eh bien, il faut mettre fin au droit de veto des paradis fiscaux sur les questions fiscales. Nous allons avec qui ? Mais déjà, prenez des gouvernements européens. Qui soutient cette proposition ? Alors là, déjà, il y en a beaucoup qui soutiennent ces propositions, tous ceux qui sont victimes du dumping fiscal d'ailleurs. Et les paradis fiscaux en Europe, ils sont au nombre de 4 ou 5. Donc en fait, il y a une majorité des États européens qui sont pour cette réforme. Et par ailleurs, nous, l'enjeu, c'est qu'on soit la première force
politique en Europe et qu'on prenne la tête de la Commission européenne. Et je peux vous dire, c'est pas un enjeu qui est très populaire en France parce qu'il n'est pas très diffusé dans les médias, mais c'est ça le premier enjeu de la campagne électorale. Et c'est ça le premier enjeu du 9 juin. C'est est-ce qu'à la tête de la Commission européenne, on aura un héritier de Jacques Delors comme M. Schmitt, qui est notre candidat, ou est-ce qu'on aura une héritière de M. Barroso? L'esprit de la CFDT à la tête de la Commission européenne, c'est pas tout à fait la même chose que l'esprit de Goldman Sachs. Et donc nous, on veut... Vous pensez que M. Schmitt, il arrivera à imposer à d'autres pays, mais il a aux réussi Allemands, à imposer, par exemple, la directive sur les travailleurs des plateformes contre la France d'Emmanuel Macron, qui est la seule nation qui a voté contre cette loi de progrès. Donc moi, j'ai confiance dans le rapport de force politique. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. Et si on veut qu'elle change, si on veut la solidarité et la justice fiscale, eh bien, il faut voter pour une majorité de gauche au Parlement européen. On vous entend sur la taxation des plus riches, mais la question du pouvoir d'achat n'arrive qu'en 5e position sur votre programme Place publique. Vous êtes le candidat du pouvoir d'achat dans ces élections. Si vous deviez me donner une mesure que vous allez défendre dans ces élections européennes qui pourrait changer le quotidien des Français. Une mesure de pouvoir d'achat. Le logement. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. Et nous, ce qu'on veut, c'est encadrer l'explosion des prix du loyer. Vous savez que c'est devenu le premier poste de dépense des ménages et que ça a été multiplié par 2 sur 50 ans et que c'est le même problème dans toutes les grandes villes européennes, dans toutes les villes européennes. Et donc nous, on va porter... J'évoquais la directive qu'on a portée sur les travailleurs des plateformes. On va porter une directive qui va encadrer les prix des loyers et qui va permettre de lutter contre Airbnb et la spéculation immobilière. Parce qu'en fait, ce qui nous met tous le couteau sous la gorge, eh bien, c'est l'explosion des prix du logement. Donc, ça sera la réforme que je propose. L'immigration. Vous voulez réveiller l'Europe sur l'immigration. Vous voulez instaurer un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile fondé sur leur libre arbitre, sur une solidarité effective et obligatoire. Vous pensez, je résume, qu'il faut renforcer les sauvetages en mer Méditerranée, ouvrir une voie légale d'immigration. Vous allez voter contre le pacte asile-immigration. Vous considérez que ce texte, en gros, rate sa cible. Une question très simple. Est-ce que vous assumez de dire ce soir qu'il faut faire de l'Europe une terre plus accueillante en matière d'immigration? Moi, j'assume la fin de l'hypocrisie. On assiste à un bal d'hypocrites sur la question migratoire. Vous avez tous ces dirigeants qui viennent battre les estrades en promettant l'immigration zéro. Mais la réalité, c'est que l'immigration zéro, c'est la mort des économies européennes, c'est la mort des sociétés européennes. Et que donc, si on veut cesser d'être hypocrite, oui, il faut des filières légales, des voies légales d'immigration en Europe. Donc une Europe plus accueillante pour les migrants. Et il faut gérer les choses à l'échelle européenne. Le problème du pacte asile-immigration, c'est qu'en fait, on n'a pas européanisé la question migratoire. Quand les gens montent dans des canaux et qu'ils risquent leur peau en Méditerranée, ils ne veulent pas rejoindre la Grèce ou l'Italie. Ils veulent rejoindre l'Europe. Et on est dans un système actuel qu'on appelle le système de Dublin qui crée le chaos migratoire. Et donc ce que moi je propose, ce que nous proposons, c'est une politique migratoire réellement européenne qui respecte le droit d'asile, qui respecte les migrations liées au travail. Et plus accueillante en matière d'immigration. Et qui est plus accueillante et qui assume d'organiser l'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on est des no-borders, ça veut dire qu'on n'est pas pour l'abolition des frontières. Tout le monde n'a pas vocation à rester sur le territoire européen, mais ce que nous devons porter, c'est une politique qui est à la fois réaliste et qui répond aux besoins européens et surtout aux droits que nous nous sommes dotés et aux conventions que nous avons signées. Une dernière question. Vous avez présidé la commission contre les ingérences. Les services de renseignement tchèques viennent tout juste de démanteler un réseau de corruption pro-russe qui s'étend jusqu'au cœur du Parlement de Strasbourg, où les députés auraient reçu de l'argent pour défendre les positions russes. Est-ce que c'est une information d'ailleurs qui a été confirmée par le Premier ministre belge? Déjà, vous le saviez? On savait qu'il y avait des réseaux de corruption, on avait identifié des acteurs, on ne savait pas pour ce réseau-là en particulier. Est-ce que vous réclamez une enquête? Nous réclamons non seulement une enquête, mais nous réclamons des sanctions et surtout nous réclamons qu'il y ait une prise de conscience. La guerre en Ukraine ne vise pas simplement l'Ukraine. Vladimir Poutine est engagé depuis des années dans une guerre qu'on appelle guerre hybride contre nos démocraties. Quand les attaquants cyber russes ciblent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, pas loin d'ici, eh bien ils empêchent les docteurs français d'accéder aux dossiers médicaux des patients français. Quand ils ciblent nos soldats en Afrique, ils ne ciblent pas les soldats ukrainiens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis des années, nous avons mis la tête dans le sable. J'ai essayé, à la tête de cette commission dont j'ai demandé la création, d'alerter l'ensemble des dirigeants européens sur cette guerre hybride qui est menée contre nos démocraties. Et il faut comprendre que nous devons répondre avec la plus grande fermeté.
face aux ingérences russes, face aux Justement. ingérences qataries ou face aux ingérences chinoises. Justement, d'ailleurs, vous avez supprimé votre compte TikTok par rapport aux ingérences chinoises. Vous avez été victime vous-même de cyberattaques? Mais parce que c'est une question de cohérence. Ce réseau social, c'est une pompe à donner au service du Parti communiste chinois. Et donc, je ne me voyais pas faire le mariole sur TikTok tout en dénonçant les ingérences étrangères. Est-ce que vous avez des craintes, justement, à ce titre-là, par rapport à l'organisation du scrutin des européennes le 9 juin? L'année Sur 2024 les va être une ingérences. année de bascule. Et Vladimir Poutine le sait pertinemment. Et donc, oui, il y aura des ingérences. Et les ingérences favoriseront ceux qui servent les intérêts politiques de Vladimir Vous le dites Poutine, avant le c'est-à-dire scrutin, les c'est grave. extrêmes droites européennes. Et la manière dont ça se passera, ce n'est pas nécessairement le jour du vote, c'est la montée de sujets polarisants de manière artificielle dans nos sociétés, visant à favoriser les extrêmes. Mais l'entreprise de Vladimir Poutine, c'est la déstabilisation de nos démocraties. C'est le cas depuis des années et on a pendant trop longtemps refusé de le voir. Et moi, mon combat, c'est que nos démocraties se réarment, qu'elles soient capables de résister, qu'elles soient capables de se battre et de se protéger. Il est l'ennemi de l'Europe. Il est Vladimir l'ennemi de Poutine l'Europe. est notre ennemi, il est l'ennemi de l'Europe et il a surtout désigné nos démocraties comme leur ennemi. Son Merci. ennemi. Merci Merci à beaucoup, vous. Raphaël Glucksmann. Belle soirée sur France 2.